Ouattara Alassane, 2 483 164 voix, soit 54,10% des suffrages exprimés. Ont obtenu, après l'annulation des régions submentionnées, Gbagbo Laurent, 2 54 537, soit 51,45%. Comme tous vous le savez certainement, la Côte d'Ivoire a connu cette étape de son histoire, où il y a deux institutions qui proclament deux présidents élus. D'un côté, la Commission électorale indépendante, par la voix de M. Youssouf Bakayoko, son président, qui proclame M. Alassane Dramane Ouattara comme étant le vainqueur. De l'autre côté, on a également le Conseil constitutionnel qui va, par le canal du président également, M. Paul Yao, proclamer également M. Laurent Gbagbo vainqueur de l'élection présidentielle de 2010. Donc, c'est deux présidents dans un pays. La Côte d'Ivoire va rentrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle étape de son histoire. Et c'est ce qu'on va appeler le début de la guerre civile en Côte d'Ivoire. Cette étape, elle est cruciale pour comprendre l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire. Mais il faut signifier un fait. Pendant que certains pensent que cette crise a été linéaire, nous allons ressortir un caractère très spécial. Cette crise a connu deux séquences très importantes. Une séquence qui a été diplomatique, une guerre basée sur le soft power, ou ce qu'on pourrait également appeler une guerre tacite, qui s'est faite grâce à des acteurs accipètes qui ont participé à cette guerre, par le canal également de certaines entités axifuges qui, ensemble, ont réussi à conduire la Côte d'Ivoire vers cet élément. On va passer au-delà des sentiments, des émotions et expliquer concrètement qu'est-ce qui s'est passé à cette époque dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et je le répète, nous allons voir l'histoire de la Côte d'Ivoire sur deux séquences. La première séquence, c'est cette première étape où la guerre se passe sur la scène internationale. Et la deuxième, ce sera le conflit armé, militaro-politique que tout le monde a retenu. Salut, je suis Josias Assémon et si c'est la toute première fois que vous êtes ici, c'est le lieu de vous abonner. Au passage, vous pouvez également lâcher un pouce pour valider la vidéo, soutenir et montrer également que vous participez à l'évolution de ce genre de contenu de cette chaîne YouTube. Revenons au sujet lui-même. Alors, nous sommes le 2 décembre. C'est ce jour-là que la Commission électorale indépendante proclame M. Alassane Dramane Ouattara comme étant le vainqueur de cette élection présidentielle. Mais dans l'après-midi, juste après la proclamation de cette victoire, le Conseil constitutionnel qui, constitutionnellement, est censé valider le résultat provisoire proclamé par la dite commission, va réfuter cette proclamation de résultat et montrer le caractère impétueux de cette proclamation. Parce que pour le Conseil constitutionnel, le délai il est passé. Il fallait un délai de 3 jours qui n'a pas été respecté. Il y a beaucoup d'éléments qui ont participé au non-respect de cet élément. Et pour ceux qui aimeraient savoir, je vous reconduis vers la dernière vidéo que nous avons faite sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence celle de 2010, pour mieux comprendre cet élément. Donc le Conseil constitutionnel va également se charger de proclamer les résultats par la suite. C'est le lendemain, le 3 décembre 2010, que le Conseil constitutionnel va proclamer les résultats. Le Conseil constitutionnel va valider la victoire de M. Laurent Gbagbo avec 51% des voix, au détriment de son adversaire à qui on a retiré certaines localités parce qu'il y avait des fraudes dans ces localités-là. Donc, comme nous l'avons dit préalablement, on a deux présidents, un reconnu par la Commission électorale indépendante, mais de l'autre côté, celui aussi qui est reconnu par le Conseil constitutionnel. Mais ce n'est pas tout. Là, il y a le caractère légal, on pourrait dire ainsi, de la présence de ces deux hommes en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Mais ça ne suffit pas pour être effectivement, du moins pour exercer réellement cette fonction. Il faut maintenant la légitimité qui a été réellement choisi par le peuple. On ne va pas interroger le peuple, on va se tourner vers d'autres acteurs, d'autres personnes qui vont participer à la réalisation ou à l'installation, à la légitimisation des deux acteurs en question. C'est le lendemain, le 5 décembre 2010, que M. Laurent Gbagbo va donc prêter serment. Lorsqu'il prête serment, c'était très intéressant parce qu'en réalité, il n'y avait pas énormément de représentants ce jour-là. Mais il faut signifier que ce même jour où il a été proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel, il a reçu l'appel de M. Thabo Mbeki, le président de l'Afrique du Sud, par le canal de M. Kone Abubakar, qui en réalité était le chef du protocole du président Laurent Gbagbo. Lui, il était préalablement ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud. Et c'est grâce à cette fonction qu'il a reçu l'appel du président Thabo Mbeki, qui désirait parler à M. Laurent Gbagbo, président reconnu par le Conseil constitutionnel.
Alors, ce qui va se passer, c'est que M. Thabo Mbeki préconisait l'idée de venir, de participer à la prestation de serment. Mais il avait un problème parce que son temps était compté. Il ne pouvait être présent que le 6 décembre, donc 3 jours après la victoire, du moins la proclamation de la victoire de M. Laurent Gbagbo par le Conseil constitutionnel. Mais il n'a pas réussi parce que la loi électorale, le code électoral ivoirien dispose que le vainqueur de l'élection présidentielle a 48 heures pour pouvoir prêter serment. Ce n'est pas 72 heures. Alors qu'il a été vainqueur le 3 et M. Thabo Mbeki aurait aimé se présenter le 6 à cette cérémonie pour soutenir son ami, le vainqueur. Ça a donc été un moment qui s'est fait sans M. Thabo Mbeki. On se souvient quasiment tous de cet événement. C'était le 4 décembre, comme je le disais, et il y avait peu de personnes en termes de diplomates, de représentants d'autres pays. C'était quelques pays qui étaient sur les lieux. Quelques pays. Il n'y avait pas énormément de pays. Mais pendant que le président Laurent Gbagbo est en train de prêter serment, en présence du président du Conseil constitutionnel, il y a de l'autre côté le président Alassane Dramane Ouattara, reconnu par la Commission électorale indépendante, qui lui également va prêter serment. Mais c'était très intéressant parce que ce n'est pas une prestation de serment classique. C'était un courrier qu'il a rédigé et qu'il a envoyé au Conseil constitutionnel en guise de prestation de serment. Juste après avoir réalisé cela, il va lui également nommer son Premier ministre. Il nomme son Premier ministre qui en réalité est le Premier ministre de M. Laurent Gbagbo. C'est M. Guillaume Soro. Il faut le rappeler, M. Guillaume Soro, c'est le Premier ministre de M. Laurent Gbagbo depuis les accords de Ouagadougou qui ont permis à ce qu'une sorte de paix puisse revenir en Côte d'Ivoire. Alors, lui, il va prendre parti directement et il va s'allier à M. Alassane Dramane Ouattara sous prétexte que c'est lui le véritable vainqueur de cette élection. Mais certains analystes, après avoir vécu ces événements, ont donné une autre explication, une autre signification à cette situation, du moins à ce qu'il a fait là, c'est-à-dire se rallier à M. Alassane Dramane Ouattara. Pour eux, ce n'est pas un ralliement juste parce que c'est lui le vainqueur. C'est un ralliement qui est fait exprès. En réalité, selon eux, M. Guillaume Soro se rallie à M. Alassane Dramane Ouattara dans l'optique de ne pas passer devant la CPI, la Cour pénale internationale, qui allait le juger pour tout ce qu'on pourrait appeler exactions qu'il a commis avant d'arriver à la tête du gouvernement ivoirien, lorsqu'il était parmi les forces nouvelles, ceux qui ont divisé le pays en deux depuis, du moins après, la tentative de coup d'État du 19 septembre 2002. Donc c'est une stratégie pour lui. Et en plus de cela, c'est aussi une stratégie qui visait la quête du pouvoir financier. Et ça, c'est un autre débat. Donc, M. Guillaume Soro se rallie à M. Alassane Dramane Ouattara. C'est très intéressant parce que lui également, il va sortir des discours selon lesquels M. Laurent Gbagbo est un tricheur, un menteur qui n'a pas gagné l'élection, mais qui veut forcément s'imposer. C'est un dictateur, selon M. Guillaume Soro. Donc, M. Laurent Gbagbo se verra finalement délaissé par son Premier ministre. Ce qui va se passer, c'est qu'il va lui également nommer son Premier ministre en l'image de M. Aké Mbo. C'est un universitaire. Lui, il n'avait rien à voir avec la politique. Il n'a jamais été directement impliqué dans la politique avec une fonction précise. Il a été nommé comme ça en tant que Premier ministre. Il était docteur en sciences économiques, un diplôme qu'il a acquis à l'université de Toulouse. Donc, il est nommé Premier ministre. Lui, il va prendre 2 jours pour former son gouvernement. C'est donc le 7 novembre 2010 que tout le monde va connaître le gouvernement de M. Aké Mbo. En réalité, c'est un gouvernement formé de 32 personnes, 26 ministres, 2 ministres délégués, mais surtout 4 secrétaires d'État. Ce qui est très important ici et qui va nous servir par la suite, je tiens à le préciser, c'est l'un des ministres délégués. C'est M. Koné Katinan, le célébrissime Koné Katinan, qui était ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire. À l'époque, le ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire, c'était M. Laurent Noël Dallot. Donc le gouvernement de ce côté, du côté de M. Laurent Gbagbo, est formé. Le gouvernement du palais présidentiel est OK. De l'autre côté, le gouvernement de ce qu'on va appeler le palais du Golfe était également en formation. Finalement, il apparaît, il est construit. C'est un gouvernement de 13 personnes. C'est très intéressant parce que ce n'est pas un gouvernement fait par hasard. C'est 10 membres du RHDP, particulièrement RDR et PDCI. Mais de l'autre côté, il y a 2 membres très importants qu'il faut signifier. C'est M. Konan Niamien et de l'autre côté, M. Albert Mabry-Touaqueuse, 2 candidats malheureux au premier tour de cette élection de 2010. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous redirige également vers la toute première vidéo sur cette élection qu'on a sortie sur cette chaîne, qui va vous expliquer réellement qui ils étaient, qui ils sont et quel a été leur rôle pendant tout ce process.
Donc, il reste une personne pour faire les 13 membres de ce gouvernement. Parce qu'il y a 5 du PDCI, 5 du RDR et ces 2 hommes. Qui est cette troisième personne qui va faire le total de 13? C'est une pioche très très intéressante. C'était M. Charles Kofi Dibi. M. Charles Kofi Dibi, en réalité, avant sa nomination, il était ministre de l'économie et des finances de M. Laurent Gbagbo. Alors, sa nomination, elle est très stratégique. L'objectif ici, c'est de mettre la main et sur l'économie et sur la finance ivoirienne et quelque part empêcher, si ce n'est endiguer toute velléité de l'adversaire, en l'occurrence M. Laurent Gbagbo, qui va être de mettre la main sur l'argent de l'État et fonctionner, participer, financer une future guerre qui pourrait avoir lieu. On prend cet argent et c'est nous maintenant qui pouvons nous autofinancer. C'était cette stratégie. Et on verra par la suite dans l'histoire la fonction, ou du moins l'acte qui a été posé par M. Charles Kofi Dibi. Mais on garde ça de côté pour l'instant. Alors, dans la continuité des événements, M. Thabo Mbeki arrivera en Côte d'Ivoire finalement le 6 décembre. Son arrivée est très très intéressante parce qu'il était, depuis le début de la crise ivoirienne, depuis le 19 septembre 2002, celui qu'on appelait le médiateur par excellence. Celui qui a tenté et qui a mis en place tout ce qui allait permettre à ce que la Côte d'Ivoire, du moins ceux qui étaient en conflit en Côte d'Ivoire, puissent négocier ensemble et sortir le pays de ce conflit qui le minait depuis fort longtemps. Il arrive finalement le 6 décembre 2010. Dans sa grande qualité de médiateur, il est vraiment attendu parce qu'il est censé venir pacifier l'instant, le moment, mettre un thème à ce qu'on pourrait penser arriver qui allait être très grave pour la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il arrive, il va rencontrer toutes les autorités politiques. Nous allons maintenant rencontrer Alassane Ouattara parce que nous avons besoin d'entendre ce qu'il a à dire. Nous allons aussi rencontrer le Conseil constitutionnel. Nous avons déjà vu le représentant spécial du secrétariat général des Nations Unies, M. Choi, et nous voulons tenir les autres réunions aujourd'hui pour comprendre le point de vue de chacun, de chaque côté. Au sorti de tout cela, il a produit un rapport qu'il a apporté à l'Union africaine et vous pouvez retrouver cela sur Internet. Il a rencontré les 2 présidents. Au sorti de cette rencontre, les 2 présidents et lui sont tombés d'accord sur le fait de passer par la discussion, la négociation, afin de sortir le pays de ce conflit, de cette crise. Mais c'était que des propos. Il allait voir les dirigeants, les représentants de la commission électorale indépendante. Et avec eux, il a beaucoup discuté profondément sur le processus électoral. Et il a tiré de là beaucoup d'informations qui en réalité lui ont permis de dresser des incohérences relativement aux fonctions principale de la commission électorale indépendante. C'est en ce sens qu'il a sorti beaucoup d'éléments, tels que aucun consensus n'a pu être atteint au sein de la commission électorale indépendante sur les résultats annoncés par le président de la CEI, comme le prescrivent les procédures en vigueur. Le président de la CEI a proclamé ces résultats tout seul, en l'absence des autres membres de la CEI, contrairement aux dispositions en vigueur et au mode opératoire de la CEI. Les autres membres de la CEI attendaient au siège de l'institution pour prendre part à une réunion prévue pour le 1er décembre sur convocation du président de la CEI. Il était prévu au cours de cette réunion de finaliser les discussions sur les résultats de l'élection présidentielle avant la transmission des 10 résultats et autres documents électoraux au Conseil constitutionnel. Le président de la CEI ne s'est pas présenté au siège de la CEI et les autres membres n'ont su où il se trouvait que quand ils l'ont découvert sur une chaîne de télévision étrangère en train de donner les résultats provisoires. Le président de la CEI a proclamé ces résultats dans l'hôtel qui est le QG de M. Ouattara et non au siège de la CEI. Le président de la CEI a proclamé ces résultats malgré la note que lui a adressée le Conseil constitutionnel lui indiquant que, n'ayant pu respecter les 3 jours après la fermeture des bureaux de vote pour la proclamation des résultats, elle n'était plus autorisée à proclamer les résultats provisoires. Voici donc l'ensemble des reproches que M. Thabo Mbeki a fait à la commission électorale indépendante dans son rapport qu'il a dressé, qu'il a apporté à l'Union africaine. L'Union africaine va prendre connaissance de ce rapport et signifier que ce fut un échec, cette tentative de médiation. Car pour l'Union africaine, il fallait que M. Thabo Mbeki réalise le projet en un seul jour, c'est-à-dire qu'il apporte la paix en un seul jour. C'était ça l'idée derrière l'Union africaine, ce que M. Thabo Mbeki n'a pas réalisé naturellement. Il faut signifier que M. Thabo Mbeki était perçu également comme un défenseur, un ami de M. Laurent Gbagbo. Donc, sa crédibilité avait pris un soupçon de coup. Et le lendemain, le 7 décembre, l'ONU va retirer 460 membres de son personnel parmi les 10 000 envoyés en Côte d'Ivoire à l'intérieur de l'ONUCI.
Ce n'est pas tout. Ce même jour, la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, va non seulement retirer la Côte d'Ivoire, donc suspendre cet État de toutes ses fonctions, mais par-dessus tout, la CEDEAO va statuer sur le fait que, pour elle, après son sommet extraordinaire organisé à Abuja au Nigeria ce jour-là, le président Alassane Dramane Ouattara est le véritable vainqueur de cette élection et M. Laurent Gbagbo devra rapidement, si ce n'est doit impérativement, laisser le pouvoir, transférer le pouvoir de façon démocratique. La CEDEAO a tranché. La CEDEAO a donc décidé de soutenir M. Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas tout. Ce même jour, le 7 décembre, un événement particulier va avoir lieu. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, donc de l'ONU, il y aura une déclaration qui devrait être votée par les 15 membres du Conseil de sécurité afin de reconnaître la victoire de M. Alassane Dramane Ouattara. Et fait étrange, alors que 14 des membres étaient tous d'accord, la Russie va poser son droit de veto et empêcher la votation de cette déclaration. Immédiatement, beaucoup de bruits vont se faire entendre, beaucoup de choses vont tourner. Il faut signifier qu'à l'époque, d'un point de vue géopolitique, la Russie avait beaucoup à gagner en Côte d'Ivoire et la Russie était vraiment proche du président Laurent Gbagbo qui également a bénéficié des Sukhoi russes pendant le début du conflit, donc entre 2002 et 2004, pour pouvoir sortir le pays du mal, du danger. Donc la Russie impose son veto. C'est jusqu'au lendemain et quelques jours plus tard, finalement, que cela passe. Les Nations Unies vont donc reconnaître la victoire de M. Alassane Dramane Ouattara après ces élections. Au-delà de la CEDEAO, des Nations Unies, c'est maintenant l'Union africaine qui va reconnaître la victoire de M. Alassane Dramane Ouattara par le canal de son président, qui à l'époque était le président du Malawi, M. Bangoua, qui va lui également reconnaître la victoire de M. Alassane Dramane Ouattara à cette élection. Finalement, on pourrait dire que toutes les institutions qui pouvaient soutenir le président Laurent Gbagbo le laissent, le lâchent, le délaissent et ils soutiennent M. Alassane Dramane Ouattara. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a gagné la bataille sur le plan international. Mais comme si ça ne suffisait pas, il y avait de l'autre côté également le soutien indéfectible de M. Sarkozy et de M. Obama. M. Sarkozy, par exemple, dès le 3 décembre, avait appelé M. Laurent Gbagbo afin de lui dire de laisser pacifiquement le pouvoir. Il a fait des promesses. Parmi ces promesses, il y avait don d'argent. Il allait recevoir, on parle là de 20 millions de francs CFA. On ne sait pas si c'est mensuel, c'est annuel, comment ça allait se faire, mais on parle de 20 millions de francs CFA. Il y avait également le fait qu'il allait avoir des avantages en sa qualité de professeur d'histoire à l'université et consort. Il y avait beaucoup de propositions qui lui ont été faites. C'est seulement 15 jours plus tard, après avoir refusé cela, que M. Sarkozy va revenir à la charge et intimer l'ordre à M. Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir en lui donnant le délai de 48 heures. Et là, les choses vont changer et ce sera très tendu entre les deux présidents, aussi bien diplomatiquement parlant que sur le terrain. Et on en parlera très prochainement. M. Obama, quant à lui, a téléphoné M. Alassane Dramane Ouattara, le féliciter pour sa victoire, le soutenir par tous les moyens également. On se rappelle par exemple de Mme Susan Rice. Susan Rice, c'est la représentante des États-Unis à l'ONU. Elle, par exemple, elle a contacté Mme Jeanne Maddox Tounkara, l'ex-femme de M. Adama Tounkara, ex-maire d'Abobo, qui lui également à cette époque était ministre des Mines et de l'Énergie dans le gouvernement de M. Soro, donc au palais du Golfe. Elle a contacté cette dame dans l'optique de soutirer certaines informations très techniques qu'elle va utiliser pour installer finalement M. Alassane Dramane Ouattara. Mme Susan Rice, elle s'y connaît parfaitement. C'est elle qui était en 1994 au Rwanda, représentante des États-Unis sur les lieux et qui a demandé le retrait des troupes américaines, y compris des Nations Unies, et finalement, ce qui a conduit le Rwanda dans le génocide sans percevoir l'intervention à paroi de la communauté internationale. Madame Susan Rice, elle s'y connaît. Elle travaillait en parfaite corrélation, en parfaite osmose avec un monsieur Gérard Haro. Monsieur Gérard Haro, c'est lui également le représentant de France aux Nations Unies. Il a, selon certaines sources, intimé l'ordre à M. Yoon Chin Choi de soutenir M. Alassane Dramane Ouattara et de faire tout son possible afin de reconnaître celui-là le plus vite possible comme étant le vainqueur de l'élection présidentielle de 2010. Et selon les sources très proches de ces deux hommes, c'est M. Guillaume Soro qui a monté le coup, qui a permis à ce que M. Youssouf Bakayoko se rende au QG de M. Alassane Dramane Ouattara afin de proclamer les résultats. Il y a beaucoup de sources intimes qui ont sorti beaucoup de choses en ce qui concerne ces deux cas. Mais revenons à notre histoire concrètement. On remarque que le soutien de la communauté internationale a basculé pour un camp. C'est M. Alassane Dramane Ouattara qui, intelligemment, stratégiquement, a gagné cette bataille. Qu'est-ce qui va se passer par la suite?
Ce qui va se passer par la suite, c'est que M. Alassane Dramane Ouattara aura le soutien indéfectible des Nations Unies. En réalité, les Nations Unies, après avoir reconnu sa victoire, vont déléguer, vont diriger quasiment tout l'arsenal militaire qui est sur le terrain au Golf Hotel afin d'assurer la sécurité interne et externe, aussi bien des ministres, des ambassadeurs, tout le personnel qui se trouve auprès de M. Alassane Dramane Ouattara. En réalité, il s'agissait de 1200 soldats qui étaient dans les lieux pour le soutenir, pour le défendre, le protéger. Il y avait parmi eux des soldats des forces nouvelles, dirigés par M. Guillaume Soro, mais c'est pas tout. Ils étaient logés dans ce lieu, vivaient comme s'ils n'étaient pas en guerre en réalité. Parce qu'ils ne bénéficiaient pas de rations militaires, ils consommaient de la pure et belle nourriture. Ils consommaient des viandes de qualité. C'était des gambas, des pigeons, des pintades. Ils mangeaient de façon luxurieuse. C'était vraiment intéressant à voir parce que l'impression qu'ils donnaient, c'est que la Côte d'Ivoire allait bien. Ces 1200 soldats avaient dressé des tentes. Des tentes sur lesquelles était mentionné UN, United Nations, le symbole des Nations Unies. Et ils étaient tous ensemble, réunis, protégés, le gouvernement qui se trouvait sur les lieux. De l'autre côté, il y avait également le gouvernement du palais présidentiel qui était protégé par les FDS, les forces de défense et de sécurité, l'armée loyaliste. La bagarre va réellement commencer, mais avant qu'elle ne se matérialise, on va demander au président Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Mais M. Laurent Gbagbo va refuser. Se rendant compte qu'il a perdu toute puissance sur la scène internationale en ce qui concerne les relations, M. Laurent Gbagbo va passer une autre stratégie. La stratégie consistait à discuter, passer au niveau de la discussion. C'est en ce sens qu'il va défier le monde entier en disant qu'ils viennent recompter les voix et vérifier qui a gagné. Il était prêt à organiser un moment spécial dédié à cela afin que les Ivoiriens puissent, avec toutes les organisations prêtes, participer à ce recomptage de voix, vérifier qui avait en réalité gagné ces élections. Mais pour pouvoir participer à cela, M. Alassane Dramane Ouattara, stratégiquement, va demander à ce que M. Laurent Gbagbo respecte une seule condition. En fait, cette condition, c'était que M. Laurent Gbagbo reconnaisse la victoire de M. Alassane Dramane Ouattara avant qu'il ne se présente pour le recomptage des voix. Alors, il faut signifier que M. Laurent Gbagbo n'a pas accepté et c'est très intéressant. C'était très stratégique. S'il acceptait directement, c'était reconnaître également qu'il avait perdu. Donc, le recomptage n'allait plus avoir lieu. Ils sont restés sur leur position. L'un voulait le recomptage des voix et l'autre voulait qu'ils reconnaissent d'abord et avant tout sa victoire, avant de passer à ce recomptage des voix. La situation bloquée, le statu quo vivant, ils vont débloquer une nouvelle stratégie pour pouvoir faire avancer les choses. En réalité, il faut signifier que le palais du Golfe n'avait pas intérêt à ce que la situation s'enlise. Si la situation continuait et que tout le monde avait l'impression que rien ne se passait et que les Ivoiriens reprenaient leur vie de façon normale, il y avait énormément de chances qu'ils ne puissent pas prendre le pouvoir, qu'ils ne puissent pas se retrouver au palais présidentiel. Donc la stratégie, c'est d'empêcher les Ivoiriens à reprendre la vie de façon normale. La stratégie débloquée a été à la fois communicationnelle, mais également pragmatique. En ce qui concerne le cas pragmatique, on se rend compte que M. Guillaume Soro va très rapidement faire une déclaration. Au cours de cette déclaration, il dit que tous les Ivoiriens partisans du RHDP, du RDA, du PDCI qu'on sort, avec tous les membres du RHDP, vont se retrouver sur le terrain pour pouvoir participer à une marche dont l'objectif est de mettre la main aussi bien sur la RTI que sur la présidence. Le jeudi 16 décembre 2010, le gouvernement, au grand complet, se rendra dans les locaux de la RTI pour y installer le nouveau directeur général, M. Brou Aka Pascal. 2. Le vendredi 17 décembre 2010, afin de faire face aux préoccupations des Ivoiriens et surtout pour abréger les souffrances des populations, le gouvernement au grand complet tiendra le conseil de gouvernement dans les locaux de la primature, ici au plateau. Il faut signifier qu'en Afrique, de façon générale, c'est aujourd'hui comme un culte, une culture. Les Africains ont tendance à croire que mettre la main sur la télévision ou la présidence présage déjà l'effectivité de la détention du pouvoir. Donc pour eux, mettre la main sur ces deux entités allait les permettre finalement d'être légitimés. Il faut signifier qu'ils ont été rejoints dès le 8 décembre par M. Henri Konan Bédié au Palais du Golfe, qui lui également fait partie du RHDP. Le point très intéressant qu'on pouvait remarquer, c'est que toutes les premières dames, c'est-à-dire l'épouse de M. Ouattara, l'épouse de M. Bédié, l'épouse de M. Soro, avaient quitté le pays avec leurs enfants. Par contre, l'épouse de M. Laurent Gbagbo n'a pas quitté le pays, elle est restée comme elle l'a toujours fait,
depuis le début de sa carrière politique. C'est un élément majeur qui a redonné courage, motivation à beaucoup de personnes. Donc, la stratégie, c'est de marcher et mettre la main sur la RTI, le palais présidentiel. Le discours est fait. On s'attend à voir donc toutes les autorités, les chefs avec la population sur le terrain. Ce qui est bizarre, c'est que le jour arrivé, on parle d'une centaine de personnes provenant d'Adjamé, d'Anyama, d'Abobo, qui vont accepter de marcher et se rendre aussi bien à la RTI qu'à la présidence pour pouvoir mettre la main sur les deux entités et installer finalement leur chef, M. Alassane Dramane Ouattara, qui est le vainqueur de l'élection présidentielle de 2010 selon eux. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont donc aller sur les lieux, à pied. Mais ils vont rencontrer les FDS, les forces de défense et de sécurité, qui vont tirer sur la foule. En réalité, selon ces forces de défense et de sécurité, parmi ces membres, dans cette foule, il y avait des personnes armées de lance-roquettes. Alors, on n'a pas eu de preuves concrètes relativement à cela. Mais selon eux, il y avait des personnes armées de lance-roquettes, de machettes. Mais en réalité, c'était pas une marche pacifique. Ils venaient pour pouvoir attaquer, pour pouvoir mettre à mal la force loyaliste du pays. Donc, ils vont tirer sur la foule sans état d'âme. Selon le bilan fait par le RHDP, il s'agissait de plusieurs morts. On parle de 45 familles endeuillées et de plus de 111 blessés. C'est ce qui a été dit par M. Guillaume Soro et le RHDP après ces événements. Mais il faut signifier également que pendant ces événements, les membres du RHDP, qui étaient en réalité les officiels qui devaient participer à cette marche, n'ont pas participé à cette marche. M. Alassane Dramane Ouattara s'est réfugié au QG de l'ONUCI et M. Guillaume Soro et tous les autres sont restés à l'hôtel du Golfe. Ils n'ont pas pris part à cette marche. M. Guillaume Soro avait envoyé des soldats au carrefour de la Veuve. C'est le carrefour qui est près de la maison de Mme Thérèse Houphouët, l'ex-épouse de M. Houphouët-Boigny, le tout premier président de la Côte d'Ivoire. Ce carrefour était surnommé carrefour de la Veuve en l'image de cette dame qui est veuve du président de la République, du tout premier. Donc, à ce carrefour de la Veuve, il y a eu une bataille entre les forces nouvelles et les FDS. On parle de plusieurs morts. Selon certains chiffres, il y a 4 morts, il y a 2 morts, mais c'est plusieurs morts qui sont sortis suite à cet affrontement qui a eu lieu au carrefour de la Veuve. Ce qui est important ici à comprendre, c'est que la stratégie qui était celle de mettre la main sur la RTI et la présidence n'a pas réussi. Elle n'a pas marché. L'objectif en réalité, c'était d'empêcher M. Laurent Gbagbo de continuer à véhiculer ses messages. Pour le RHDP, c'était des endoctrinements, c'était des faux messages qu'il véhiculait afin d'ensorceler la population, afin de manipuler la population à sa guise. Donc il faut reprendre la télévision, ce qui allait être la première victoire ou le début d'une nouvelle guerre qui allait les permettre en réalité de prendre le pouvoir effectivement. Ils ont échoué finalement. Les FDS les ont repoussés, aussi bien les manifestants que les soldats du palais du Golfe. La stratégie va passer à une nouvelle étape. À défaut de mettre la main sur la RTI, on peut donc créer nous-mêmes notre propre chaîne. C'est en ce sens que le président se trouvant au palais du Golfe va mettre en place une nouvelle stratégie. Cette stratégie, c'est en réalité de créer sa propre chaîne qui sera diffusée en Côte d'Ivoire où on va diffuser également nos propres messages. Ce qu'ils vont faire, c'est que l'ONU va livrer des ingénieurs et tout le matériel nécessaire pour pouvoir installer la télévision. Malheureusement, cela ne va pas passer. Ce sera un échec. C'est seulement la France qui va venir prêter un satellite afin que cela puisse fonctionner. Et c'est la France qui va installer effectivement la télévision. Le nom de la télévision, c'est TCI, la télévision de Côte d'Ivoire. Ce qui est étrange, c'est que la télévision ne passait pas gratuitement ou facilement en Côte d'Ivoire comme la télévision nationale, la RTI. Il fallait donc payer le décodeur qui coûtait 20 000 francs à l'époque. Certains Ivoiriens se sont permis ce luxe et beaucoup n'ont pas réussi. Eux, ils utilisaient finalement les réseaux sociaux et consorts pour pouvoir suivre l'actualité émanante, provenant de cette chaîne. Donc, il a finalement installé sa chaîne. Il a TCI entre ses mains. Il va donc pouvoir véhiculer son message. Pendant le courant de la semaine, M. Laurent Gbagbo va également diffuser un documentaire sur la RTI. C'est un documentaire particulier. Le documentaire le présente comme étant M. Lumumba, M. Sankara, c'est-à-dire l'héros qui est attaqué en réalité par les forces exogènes qui veulent mettre la main ou du moins mettre à mal le nationalisme, le panafricanisme qui existe en Côte d'Ivoire. Donc, il véhiculait son message. Et le titre de ce documentaire, c'était Laurent Gbagbo dans les tourmentes du golfe de Guinée. Ce sont des mots qui ont été utilisés expressément. Donc, M. Laurent Gbagbo a sa chaîne toujours entre ses mains, il a la télévision entre les mains et il a encore la présidence. La stratégie de M. Ouattara n'a pas payé, quand bien même il a le soutien indéfectible de la communauté internationale.
Quelques heures avant le lancement de cette offensive, le porte-parole du palais du Golfe, en l'occurrence M. Patrick Kachi, va faire une déclaration où il doutait, il mettait en cause l'intervention de M. Laurent Gbagbo et son armée si les manifestants étaient dans la rue. Il disait entre autres qu'il ne croit pas que M. Laurent Gbagbo va tirer sur les manifestants. Après cela, ils ont tous attendu le feu vert du président de la République avant de lancer la manifestation. La manifestation lancée, c'était partout à Abidjan, mais surtout à Djamé, à Niama et à Bobo PK18 surtout, que la manifestation va se faire sentir. Dans cette localité d'Abobo, PK18, les militaires ont mis la main très facilement sur les manifestants qui étaient armés. Il faut signifier que vers la fin de la soirée, certains de ces hommes manifestants ont été minutieusement approchés par les anciens, qui les ont donné des pouvoirs mystiques, ce que l'on appelle généralement en Côte d'Ivoire des gris-gris. Ce qu'ils ont pris pour riposter, attaquer violemment et tuer certains FDS. On se souvient également cette journée de l'incendie d'un immeuble qui a coûté la vie à M. Adama Sanogo, membre des FDS. Il y avait également d'autres FDS qui sont morts. Et les manifestants ont commencé à être redoutés car très puissants. On se rappelle des témoignages des femmes qui vendaient aussi bien à Djamé, à Bobo, à Trècheville, qui disaient que lorsque les FDS tiraient sur ces jeunes, les balles retombaient. C'était un moment incroyable, où mystique et pouvoir physique s'affrontaient pour laisser la victoire à celui qui avait le plus de chances de résistance. Par contre, il y avait aussi sur lesquels les balles passaient et on disait généralement qu'ils ne respectaient pas les principes établis par ces gris-gris-là. Et c'est ce jour-là que tout va vraiment commencer et dans la violence totale. Pendant cette attaque du 16 décembre, il faut signifier que les caméras de France 24 ont filmé une scène très importante où il y avait des soldats de l'ONU et un soldat français qui sont allés sur le terrain prêter main forte à un véhicule des forces nouvelles qui s'était embourbé. Cette manifestation prévue pacifique va donc se terminer très difficilement et dans la violence. Au lendemain de cette attaque, ce massacre, les FDS se sont également vengés. Ils se sont rendus à la mosquée, à Bassam et à Bobo, PK18, où ils ont rencontré certaines personnes. Par contre, à PK18, il n'y a eu aucun mort, mais à Bassam, on comptait 2 morts et quelques blessés. Il faut signifier qu'avant cette marche à Djokwe, il y a eu également une confrontation entre les populations locales et les Dioula. On parle de 35 Dioula décédés, tués par les habitants de Djokwe. C'était vraiment affreux. De l'autre côté, il y avait également une marche organisée à l'intérieur du pays qui a mobilisé plus de 300 personnes qui en réalité voulaient que M. Laurent Gbagbo lâche le pouvoir, laisse le pouvoir et de façon pacifique afin que la Côte d'Ivoire ne connaisse pas de graves problèmes. C'était aussi des mouvements à l'intérieur du pays qui ont également mis une tension particulière sur Abidjan qui finalement était le centre de tous ces événements. Finalement, personne ne vient raconter les voix. Personne ne passe à une autre étape. Rien ne change. Tout est figé, tout est bloqué. Et la guerre va passer à une nouvelle étape. Après le 16 décembre où la marche a eu lieu et tout a échoué, on va maintenant débloquer la situation. C'est en ce sens que le 18 décembre 2010, M. Charles Blé Goudé, le chef des Patriotes, va faire un discours. Dans son discours, il incitait les Ivoiriens nationalistes à sortir de chez eux et prendre à main nue la défense de la Côte d'Ivoire. Déloger l'ONUCI, déloger la force Licon, déloger toute force exogène qui se retrouve sur les terres ivoiriennes. Et c'est ce nouveau combat-là qui va mener effectivement à la guerre civile, la guerre armée que tous nous connaissons. Alors, il faut signifier que cette guerre sera également une autre élection. Une élection où on n'a pas besoin des voix de la population, mais où on a besoin de la résistance, de la force, de la violence, de la puissance. Ce sera un moment particulier au cours duquel les Ivoiriens seront choqués, traumatisés, profondément touchés. On verra tout ce qui s'est passé dans un prochain capsule. Il sera un long format dédié spécialement à cela. On parlera donc en profondeur de tout ce qui s'est passé, aussi bien à Bobo, à Cocody, au plateau, à Djokwe, partout dans la Côte d'Ivoire. On verra ce qui s'est passé pendant cette crise de 2010. La stratégie qui a été mise en place pour pouvoir gagner la guerre tacite qui est en réalité le début, ou on va dire les bases qui prédisaient une guerre civile ouverte armée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Si ce n'est pas encore fait, c'est le moment de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager, mais surtout de dire en commentaire ce que ce moment vous rappelle, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous aimeriez que la Côte d'Ivoire devienne également. C'est le moment de signifier tout cela en commentaire. Alors, jusqu'à la prochaine vidéo, on se dit merci et à très bientôt. Portez-vous bien.